Mon mari a eu un accident vasculaire cérébral en 1995, le 18 décembre. Et un accident vasculaire cérébral, ça veut dire que le matin, vous vivez avec quelqu'un qui est en bonne santé, et puis le soir, vous vous retrouvez à la salpêtrière avec quelqu'un qui ne parle plus du tout et qui est paralysé du côté droit. Voilà, donc ça fait 20 ans que je suis aidant familial. Le statut d'aidant, ça a été l'hospitalisation à Moisselles en me disant, où là, pour la première fois, le médecin a prononcé le nom de schizophrénie. Aujourd'hui, mon fils a 40 ans et cela fait 17 ans que je me sens aidante. Et sans cette aide, notre fils ne pourrait pas vivre tel qu'il vit aujourd'hui, sans aucun doute. Je n'ai pas eu le choix. Mon épouse a été diagnostiquée Alzheimer il y a 6-7 ans. Et là, il était tout à fait évident qu'il fallait que je m'en occupe. Moi, je croyais naïvement que c'était une maladie qui se soignait. La vie, par ailleurs, a été complètement suspendue. J'en voulais à mon mari. Je ne comprenais pas pourquoi il était devenu comme ça. C'était pas l'homme que j'aimais, c'était pas l'homme que j'appréciais, c'était pas l'homme que j'admirais. Je crois que quand on vit pendant 50 ans avec un être humain bon, qu'on admire, qu'on apprécie, sinon on divorce. Hein. Et de le voir changer à ce point-là, c'est insupportable. Eh bien, je suis devenue un proche aidant car j'ai une maman âgée, en pleine forme, mais qui a pris quelques années et qui va avoir 100 ans dans 2 mois. Donc, une grande chance qu'elle n'ait pas de maladie, pas de pathologie très compliquée, mais elle a la maladie qui s'appelle la vieillerie. Elle a eu un petit souci de santé au mois de janvier qui nous a quelque peu tourmentés. Et à la suite de ça, on a envisagé un placement parce que moi, je ne pouvais plus. Tous les jours, 2 heures de transport pour venir chez elle, lui préparer ses repas, m'occuper de toutes ses affaires administratives, le linge, etc. Ça devenait trop lourd. Et en fait, ce n'est pas elle qui a craqué, c'est moi. Après avoir eu 4 garçons, nous avons eu une fille qui... on s'est rendu compte assez vite qu'elle ne poussait pas comme ses frères et qu'il y avait des difficultés. Ni l'un ni l'autre, on avait entendu parler de ce qu'était l'autisme. Pour moi, au début, quand Céline a eu son handicap, je n'étais pas aidant. Pour moi, c'était une chose tout à fait naturelle du fait que je travaillais. C'est devenu aidant, c'est le jour où on a décidé, avec mon mari, de prendre Céline en charge 24 heures sur 24 et que moi, j'arrête de travailler. Alors mon histoire d'aidant a été de suivre mon père qui a été hospitalisé d'avril à décembre 2012 avec de janvier à avril alité chez lui. Donc ça a été un parcours de différentes cliniques et hôpitaux par lequel nous sommes passés. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, même pas du tout. Et le fait d'être aidant, on s'en rend compte petit à petit, très progressivement. En fait, on s'en rend même compte, je crois, après, quand c'est fini.
vous avez votre vie à vous, que vous êtes censé gérer, votre travail, vos enfants, un mari. Enfin, quand vous avez une cellule familiale, il faut tout gérer. Et vous gérez tout, mais à 320 à l'heure. On se transforme en robot. On ne s'écoute plus, en fait. On se lève, on court, on doit faire ça, donc on y va, on se couche, on dort mal parce que ça vous réveille. On est obligé d'avancer pour Céline. On est obligé de tenir le coup, mais il y a des moments, c'est vrai, c'est très dur. Et quand on est tout seul, il y a des moments où on craque. Donc ça a été une décision quand même qui a été très très dure à prendre, puisque moi j'étais dans un travail où il y avait beaucoup de monde. Je voyais beaucoup de monde, j'étais dans la restauration. Donc arrêter de travailler, c'est déjà une grosse décision à prendre. S'occuper de Céline, de se retrouver toute seule avec Céline à la maison, ça a été très dur. Mais en fin de compte, on s'aperçoit avec le temps qui passe que j'ai pris la bonne décision, parce que Céline commence à récupérer dans le bon sens. J'ai accepté de le voir différemment, totalement différemment de ce qu'il était avant, et de continuer à aimer cet être différent. Son bien-être, c'était aussi le mien. Et à partir de là, j'ai essayé d'imaginer une vie différente et en créant une nouvelle vie adaptée plus au malade et à sa maladie. Je pense qu'au début, j'en ai fait beaucoup trop. Et ça, je crois que les orthophonistes, elles donnent ça comme conseil. Elles disent aux gens, n'en faites pas trop. Pensez à vous, n'en faites pas trop. J'étais complètement KO. Mon médecin m'avait dit, bon, il faut choisir. C'est votre maman ou c'est vous. Votre maman a un âge déjà raisonnable. Vous avez vos problèmes personnels, le problème avec votre mari. Mon mari a quelques soucis de santé aussi. Donc, il faut vous ménager. Donc, la solution que nous avons trouvée, la plus à même de répondre à notre besoin collectif et familial, c'était de faire rentrer maman en EHPAD. C'est très lourd parce qu'on est dans la frustration totale. On est dans la culpabilité permanente parce qu'on voudrait bien faire et puis en fait on a l'impression de faire toujours tout mal alors qu'en fait on fait beaucoup et on se donne à fond. Il me le reproche souvent, il me dit « tu ne me regardes pas comme ton fils, tu me regardes comme un malade ». Et c'est vrai. La communication est extrêmement difficile. Donc si vous voulez, c'est un petit peu cette angoisse de non-communication que je vis presque sans arrêt. C'est comme si vous viviez en parallèle de votre quotidien. Enfin, je ne sais même pas comment le décrire. Vous vivez quelque chose de tellement dense, de tellement fort, de tellement... parce que c'est beau d'être aidant, c'est vraiment beau. Mais c'est tellement dur physiquement et moralement que vous avez l'impression de vivre derrière un peu un miroir, en fait. De voir la vie du quotidien qui se déroule et vous êtes à côté. Si on n'accepte pas de se faire aider, c'est l'enterrement de première classe. Hein. L'accompagnement psychologique, je crois qu'il ne faut pas se voiler la face et il ne faut pas en avoir honte. On a besoin. On a besoin de se libérer par la parole. Donc déjà au Café des aidants, on parle et ça c'est important. Et puis je pense qu'on a besoin de parler avec un professionnel qui peut vous guider, vous dire vous avez dit tel mot, telle chose, donc vous êtes coincé dans telle voie de garage, si on peut dire, ou autre. Et ça nous aide à prendre conscience et à un petit peu regarder les choses sous un autre angle parce qu'on est complètement focalisé sur la personne dont on s'occupe, qu'elle soit jeune ou moins jeune. Et au niveau des frères et sœurs, ce qui a été formidable, c'est que c'est vrai que faire quelque chose ensemble en famille, ça a été quelque chose qui nous a plutôt soudés. Et donc, j'ai un souvenir, c'est que mes enfants qui, vous savez, quand on est au lycée ou au collège, on doit faire des exposés sur un thème, et à chaque fois, ils faisaient un exposé sur l'autisme, en expliquant, alors ils montraient les films qu'ils avaient avec leurs sœurs, etc., etc. Alors c'est vrai que ça a bouleversé la vie, mais je pense, ça nous a obligés d'abord à nous battre, hein, parce que rien n'est simple. Il y a des problèmes tous les jours qui fait qu'effectivement, il faut être relativement costaud, fort, s'entraider. Dieu sait si malheureusement, même dans l'association, il y a énormément de familles qui ont éclaté suite à ce problème-là, hein, parce que effectivement, je crois que c'est ça, ou bien on se soude, ou bien on explose. Je suis là, je m'occupe de la vie quotidienne, je pousse ma femme à des activités, parce que sinon, elle sombrerait
dans son lit en s'ennuyant fortement, et ça serait la dépression générale. Si j'en ai fait un projet, c'est-à-dire, c'est peut-être que maintenant je trouve que c'est mon activité principale. Ça change la façon de voir la vie, c'est sûr. On ne vit plus du tout pareil qu'avant. On prend les choses vraiment au second degré. Donc il y a des choses qui sont... Une simple maladie, ça peut être important pour quelqu'un. Pour nous, c'est banal maintenant. Comme on dit, vous, votre maladie, c'est un certain temps. Nous, la maladie de Céline, ça sera toute sa vie. Donc ça, on ne peut pas le changer. Par contre, pour notre couple, je trouve que ça nous a plus ressoudés. Le projet de vie qu'on a fait, c'est grâce à une assistante sociale qui m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire avec Céline. Et comme on m'a toujours dit que les chevaux, c'était très bien pour Céline, donc on a été contacté à un centre équestre. Après, il y a eu la danse. Donc on a commencé des activités. Et après, maintenant, j'ai un calendrier de ministre parce que je suis partie tous les jours. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est lorsque j'ignorais complètement cette maladie, j'ai fait appel à l'écoute UNAFAM à Paris. Et là, j'ai eu une personne au téléphone c'était une psychologue, j'ai appris par la suite, mais qui a immédiatement compris tous les problèmes que je lui posais, elle comprenait. Et elle m'a encouragée à aller à un groupe de rencontres de parents comme nous. Nous y sommes allés, mon époux et moi, et là, ça a été vraiment la révélation. Enfin, on pouvait parler de ce qui était incompréhensible pour tout notre entourage et que nous vivions. Et nous nous trouvions en face de gens pour qui on parlait normalement. Tout ce qu'on disait, ils le comprenaient. Et ça a été une aide extraordinaire et je n'ai jamais plus quitté le bénévolat. Après, j'ai voulu moi aussi aider les autres et je fais partie de cette association qui me procure un bien fou et qui m'aide à vivre. Vraiment qui m'aide à vivre. Et le Café des aidants a cette chose formidable, c'est que ça permet aux gens d'avoir une pause d'1h30 ou 2 heures. Ils sortent de leur foyer, de leur vase clos, et puis on échange des adresses, on échange des tuyaux, on dit allez voir un tel, elle est très bien, ou allez à tel organisme, et ça permet aux gens d'avancer. Et ça, beaucoup de personnes ont été très contentes de ces renseignements qui ont pu faire avancer les choses. Et puis ne serait-ce, ça donne un peu d'espoir, parce qu'on a l'impression d'être seul, abandonné de tous. Les parents, au début, on est un peu seuls. Alors, on pense qu'on va être capable, etc., etc. C'est vrai, au début, on est capable. Mais je crois que très vite, il faut essayer de se mettre avec d'autres, parce qu'on partage tous les mêmes choses. Et c'est très encourageant quand on peut échanger en disant bah, « Tiens, t'as trouvé telle solution ou telle solution ». Donc ça, c'est certainement très important. Qui nous a aussi un peu sauvé au niveau familial d'ailleurs. Des petits séjours, une fois par mois, notre fille était prise en charge par cette personne, avec plusieurs... donc du samedi au dimanche, ça permettait à la fratrie et à la famille de faire autre chose, de se retrouver, sinon tout tourne autour de la personne handicapée, c'est clair. Et donc ça comme on était 5-6 familles autour de ça, c'est vrai que ça nous a soudés déjà entre parents. Surtout, recréer des choses en commun. Voir ce qui peut plaire aux deux, par exemple, être à la terrasse d'un café, ça nous plaisait bien. Il faut réserver du temps pour soi-même. Et ça, on le fait. Et Elsa respecte cela. De garder la vie sociale. Il est évident qu'avec une telle maladie qui fait un peu peur dans la vie, on perd quelques amis, mais on en fait d'autres. En plus de m'occuper de Céline, je m'occupe d'associations. Donc j'ai ma vie associative à côté de ma vie de Céline. Donc à ces moments-là, c'est Gilles qui reprend donc le papa de Céline qui reprend le relais. Donc le week-end, ça m'arrive de partir une journée complète. Donc ça, il n'y a pas de souci, ça me fait souffler un petit peu. Un aidant, c'est déjà merveilleux ce qu'il fait, merveilleux de donner ce qu'il donne aux malades. Mais voilà, il doit se protéger, vraiment. Et il ne doit surtout pas culpabiliser si un jour il ne peut pas pousser cette porte et un jour il ne peut pas être là au moment où la personne disparaît. C'est pas parce que
on débranche 1 jour, 2 jours, que le malade ne s'en portera pas plus mal ou pas. Ça, c'est non. Du moment qu'il sait qu'on est là et puis qu'on l'aime. Enfin, on essaye de vivre normalement. Bien sûr, c'est plus lourd parce que quand on va au théâtre, il faut y aller en voiture, il faut se garer, après il faut aller rechercher la voiture, vous voyez, pour venir le chercher devant le théâtre. Tout ça, c'est plus lourd. Quand on est jeune, ça se passe très bien, mais plus on vieillit, plus tout ça, c'est compliqué. D'ailleurs, c'est aussi ça qui pose problème aux aidants. C'est s'il m'arrivait quelque chose, qu'est-ce qui se passerait ? Qui demain sera tuteur d'Axel, on n'en sait rien. Est-ce que ça sera quelqu'un de la famille ou un organisme de tutelle? Enfin, il y a des tas de solutions possibles. Bon, après ça, il faut effectivement que voilà, chacun puisse se sentir à l'aise par rapport à ce problème-là. Donc on verra. Que va devenir Céline? C'est la question qu'on se pose. Le jour où on ne sera plus l'homme, où est son père? C'est le gros point d'interrogation. Dans notre malheur, nous avons beaucoup de chance parce que nous sommes entourés de notre famille. Et je ne demande pas à ce que les cousines de Céline prennent la responsabilité de ce que nous, on a eu. Ce n'est pas leur rôle. Nous, tout ce qu'on leur a demandé, c'est d'être tuteurs de Céline. Donc il y a 2 de ses cousines qui vont être tuteurs de Céline le jour où nous arrivera quelque chose. Mais par contre, ce que j'ai appris hier, c'est qu'une de ses cousines serait peut-être embêtée de la mettre dans un centre. Et serait peut-être même prête à la prendre si je nous arrivait quelque chose. Donc ça, c'est le gros soulagement. La société ne peut pas vivre s'il n'y a pas d'aidants familiaux. Il faut aider les aidants. Alors, pas forcément par des subventions ou autres, mais par la multiplication des centres d'accueil. Multiplication des possibilités d'accueil. Mais c'est vrai que pour les aidants familiaux, d'avoir un accueil temporaire, pourquoi pas, mais un accueil temporaire, je pense qu'il faut prévenir, je ne sais pas, 8-15 jours avant, ou peut-être même plus. Ça peut être, je ne sais pas, demain matin, je vais me lever, je vais dire, tiens, j'aimerais bien avoir une journée tranquille, téléphoner au centre, est-ce que vous pouvez accueillir ma fille pour la journée? Mais ça, ce n'est pas possible. Quelque chose qui, moi, m'inquiète beaucoup pour les années à venir, c'est qu'on est en train de dire, voilà, il faut arrêter de construire des établissements. Maintenant, on va trouver des solutions un peu à la norvégienne ou à la suédoise. Donc, on va mettre les jeunes dans des petites structures qui vont être accompagnés par des services tout autour, etc. C'est une idée extraordinaire. C'est une très belle idée. Le problème, c'est ce qu'on a la capacité de mettre en œuvre cette idée. Parce que je pense que tout le monde a en arrière-plan que ça va coûter beaucoup moins cher. Si les parents qui vont s'occuper des jeunes, les aidants autour, c'est une très belle idée. Cette idée de se dire il n'y a plus d'institutions, maintenant on met les jeunes en autonomie chez eux, etc. Ok, mais la plupart des jeunes sont quand même extrêmement handicapés et sont incapables de vivre seuls, incapables. Ils auront tout le temps besoin de quelqu'un. Et donc des aidants, il en faut. Le problème du grand âge, c'est pas un mythe, c'est là tous les jours. Donc on voit les statistiques, on voit de plus en plus les gens qui vieillissent, en plus ou moins bonne santé. Et puis, on revient toujours au même, l'argent. Mais l'argent, c'est une plaie épouvantable. Donc, je pense qu'il faudrait, on a eu le 1% patronal pour la construction, il faudrait qu'il y ait le 2% pour la vieillesse, la dépendance et autres. Et puis, il faut aussi former les aidants à pouvoir s'occuper des personnes dépendantes, qu'elles soient très dépendantes ou moins dépendantes, mais qu'ils sachent où ils vont et qu'ils sachent ce qu'il convient de faire, qu'ils sachent exactement où ils peuvent s'adresser. Parce que les 3/4 du temps, les gens ne savent pas. Les informations, il fallait les chercher. Ce n'est pas venu tout seul. Même pas par l'hôpital qui l'a diagnostiqué. Mais je trouve que c'est très important que dans les hôpitaux, vous voyez, vous ayez une formation d'aidants dès le début. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est que l'aphasie, on ne sait pas comment poser les questions. C'est là qu'il faudrait former les aidants. Et puis, il faudrait peut-être donner aux gens la possibilité d'avoir quelqu'un qui vient les remplacer de temps en temps.
ou d'aller à un endroit. J'ai vu dans le journal des paralysés de France qu'il y avait des maisons où les gens pouvaient aller en vacances avec leurs personnes handicapées de façon un petit peu à se détendre. Alors ça, oui. Les papiers, c'est très compliqué. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je n'arrive plus à remplir les papiers toute seule, c'est pas possible, il me faut une aide pour les remplir. Pour le renouvellement des papiers, je trouve qu'une fois qu'on a accepté le handicap de son enfant, on a accepté tout ce qui va suivre, tout ce qui est papier, on ne devrait plus être embêté. Ça devrait être quelque chose qui se fasse automatiquement ou qui soit prolongé, que ça soit à la vie de l'enfant, toute sa vie, et qu'il y ait des contrôles de temps en temps, pourquoi pas. Mais là, c'est trop compliqué. Le rôle des dents, c'est d'aider la personne à acquérir les droits qu'elle a dans la société. Droit aux soins, droit à un logement, droit à plein de choses qu'il ne reconnaît pas. Droit à un logement, par exemple, un logement social pour beaucoup. Mais la démarche administrative, c'est quelque chose de très très dur pour un schizophrène. Tout l'administratif, tout le problème de l'argent pour beaucoup, tout le problème de la nourriture, du bien-être physique au niveau de la propreté et du logement. C'est tous ces problèmes-là qui sont à prendre complètement en charge par les parents. Comme tout passe par Internet maintenant, je pense pour une certaine population, je pense en particulier aux personnes âgées, c'est un vrai problème. Bien, vous imaginez en pleine campagne Internet, alors là c'est encore plus compliqué, de temps en temps il faut avoir, pas avoir, etc. C'est les gens qui ont... Il n'y a rien pour eux, quoi. Les aidants ont une vraie place dans la société. Quand on est aidant et que vous devez travailler, c'est compliqué. Donc il faut absolument les reconnaître, les aidants, c'est juste indispensable. Parce qu'un aidant, s'il est bien, il pourra avoir la personne malade chez lui, en hospitalisation à domicile, beaucoup plus facilement, s'il se sent soutenu, s'il se sent entouré. Et je pense que ça sera plus facile également pour les hôpitaux. L'aidant n'étant pas reconnu, l'hospitalisation à domicile, ça fait beaucoup plus... c'est quelque chose qui fait très peur. Que ce soit en palliatif ou en non palliatif. Alors que si l'aidant était un peu reconnu, même dans le monde du travail, en disant voilà, là je suis aidante pour combien de temps, je ne sais pas, 6 mois, 1 an, 2 ans, je pense que ça faciliterait tellement les choses. C'est un labyrinthe administratif, un labyrinthe parce que tous ces médecins et infirmières sont vraiment super, mais les médecins ont un côté... le côté humain, de temps en temps, disparaît un peu. L'administratif prend le pas sur l'humain et puis n'ont pas le temps de s'occuper de la famille qui sont devenus aidants. Et les aidants sont livrés à eux-mêmes, sont vraiment très seuls.